Depuis 800 ans, elle trône fièrement au cœur du centre-ville de Metz. La cathédrale Saint-Étienne, joyau de l'art gothique flamboyant, est construite entre le XIIIe et le XVIe siècle. Son architecture originale, on la doit à la genèse de sa construction. Et oui, à l'origine, deux édifices existaient à cet emplacement. La basilique ottonienne, tout d'abord, qui datait du Xe siècle, et une autre église, Notre-Dame de la Ronde, placée quelques mètres devant. Deux constructions dont les fondations vont donner naissance à cette cathédrale magnifique. De 1220 à 1522, petit à petit, elle va s'élever vers le ciel. Avec Joseph Silési, spécialiste de l'histoire de la cathédrale Saint-Étienne, nous allons partir à la découverte de ses secrets et de ses détails. C'est parti pour un voyage au cœur d'une histoire exceptionnelle. Bonjour Joseph. Bonjour Timothée. Alors aujourd'hui avec vous, on va avoir l'honneur de monter dans les tours de la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Une cathédrale qui compte vraiment pour le patrimoine mosellan et le patrimoine messin. Oui, c'est le siège de la cathèdre, donc le siège où s'assoit l'évêque, donc l'église mère du diocèse, cathèdre, cathédrale. Donc voilà, c'est un édifice sur lequel on a beaucoup écrit, sur lequel on a beaucoup fantasmé, des légendes, Pierre Perrat, Mademoiselle de Turmel et j'en passe. Mais c'est un édifice qui mérite d'être découvert dans sa simplicité, dans sa beauté et dans ce qu'appelait Paul Verlaine. Ici, tout est vertical, les horizontales ne comptent pas. Donc dans la magnificence de sa verticalité. Allons découvrir sa verticalité. Je vous propose, ça y est, on commence, on va directement dans les tours ? Absolument. C'est parti. Commençons en douceur, montons à quelques mètres de hauteur seulement à la découverte d'un vitrail exceptionnel signé Marc Chagall et posé au début des années 60 au cours d'un grand chantier de restauration devenu urgent à cause de dommages créés par l'usure du temps mais aussi par la Seconde Guerre mondiale et la météo, notamment l'ouragan puissant de 1954. Un chantier qui permet donc à l'artiste Marc Chagall de montrer tout son talent. Et pour aller découvrir cette merveille de verre coloré, nous commençons déjà à découvrir les petits corridors, tous très étroits. Faut pas être trop épais. Waouh! C'est dingue, je les ai toujours vus de loin, mais jamais d'aussi près. C'est vraiment impressionnant. Alors les bleutés sont absolument magnifiques, avec notamment dans la partie centrale que vous avez ici, le roi David qui joue de la harpe entre la tache verte et la tache rouge. Et puis ici le peuple hébreu et le prophète Jérémie. Et de nouveau, nous retrouvons ici la signature de Chagall. Alors regardez les bleus profonds, c'est cette façon dont Chagall a travaillé les différentes gammes et nuances de couleurs pour restituer des effets de profondeur, de relief. C'est absolument remarquable. Puis ça, l'aspect monumental du vitrail répond bien à cet aspect monumental qu'on a face à nous. Il y a une symbiose et il y a également une résonance entre cette polychromie de Chagall et puis cet art gothique de la cathédrale Saint-Étienne qui est absolument époustouflant. Vraiment. On continue ? Nous continuons notre périple. Les couleurs utilisées par Chagall, déjà impressionnantes de loin, sont encore plus étonnantes de près. Avant d'aller découvrir les tours, passage obligé par le cœur de Saint-Étienne, un lieu qui, là encore, déborde de secrets et de curiosités. Bien, alors nous voici à l'ascension du chœur. Nous sommes pratiquement à la fin de l'achèvement des travaux de la cathédrale gothique, donc dans les années 1520. Et ce chœur qui a été réaménagé de nombreuses reprises est richement doté. Et nous voici devant les magnifiques stalles de style néo-gothique, donc de la maison Clem de Colmar, réalisée à la veille de la Grande Guerre et posée au début des années 1920. Elle représente différentes scènes de saints, de rois, il y a des papes couronnés de tiares, et puis il y a des personnages fantastiques, donc aux allures zoomorphes, polymorphes, donc des hommes à tête de dragon ou des animaux à tête humaine. Voilà, il y a des petites scènes assez épiques, qui sont aussi un clin d'œil, je dirais, aux facéties des sculpteurs et des tailleurs de pierre du Moyen-Âge.
ce n'est qu'une simple reprise dans le temps du travail réalisé au début du XXe siècle. C'est ce que j'allais dire. Au début du XXe siècle, on continue d'aménager l'intérieur même de la cathédrale. Et puis on reste dans cet esprit médiévaliste. Si l'on fait référence à Viollet-le-Duc était partisan d'un Moyen-Âge à réinventer. Il va inventer des figures qui, à l'époque du Moyen-Âge, n'existaient pas. Oui, à Notre-Dame notamment. C'est le cas de Notre-Dame, les fameuses striges assis, ces statues donc aux allures diaboliques. Ici, il y a des références au canon de l'esthétique du Moyen-Âge qui font rappel justement à ce travail des anciens tailleurs de pierre. Et donc on le voit à travers ces sculptures sur bois, donc c'est du chêne, qui est très bien conservé, qui a pratiquement un siècle. Et donc il y a des scènes qui sont tout à fait symptomatiques, je dirais, de la facétie du sculpteur. Et de beaux détails se cachent sur l'assise de la stalle, qu'on appelle aussi la miséricorde. En relevant les panneaux de bois sculptés, de petites scènes peuvent faire sourire. Voici donc la scène, voici l'enfant de chœur. Alors, turiféraire parce qu'il est porteur d'encensoir. Vous voyez l'encensoir ici dans sa main gauche. Et ici, il est en train de boire le vin de messe dans la burette. Et à côté, vous voyez encore une cruche avec l'eau. Voilà. Et puis derrière lui, eh bien, ça pourrait être le bedeau, le sacristain, la main levée, qui prend en flagrant délit, évidemment, le jeune enfant de chœur. Et regardez ici, il porte les clés, qui pourraient être évidemment les clés de l'édifice. Voilà. Le petit sacripant, il a bu le vin de messe. Exactement. Sous les voûtes de la cathédrale culminant à presque 42 mètres de haut, le chœur de Saint-Étienne recèle de petits trésors sculptés au XXe siècle. Des trésors mis en valeur, évidemment, par une lumière exceptionnelle, grâce à la riche parure de vitraux qui ornent les lieux. On vient de voir ce chœur, mais on n'oublie pas toute cette lumière des vitraux qui nous baignent de lumière. Tout à fait, avec une lecture des vitraux dans cette magnifique cathédrale qui couvre quand même de sa surface vitrée 6500 mètres carrés de vitraux, qui jusqu'à une époque récente était la cathédrale la plus lumineuse au monde, d'où l'appellation la lanterne du bon Dieu. Et donc une rotation horaire dans la lecture des vitraux, le matin à 10 h, la grande verrière de Valentin Busch. La plus grande du monde. La plus grande au monde, avec celle qui lui fait face de Théobald von Mixheim, du XVIe siècle également. Donc 10 h du matin, belle lecture sur cette série de saints, d'évêques, etc. Et puis en tournant dans le sens horaire de la montre, on termine en fin d'après-midi à 17 h sur le magnifique vitrail jaune de Chagall de la Création. Chagall, c'est 17 h. C'est 17 h. Donc Chagall, il n'est pas du matin. Il n'est absolument pas du matin. On monte ? On monte, allez. Cette fois-ci, direction les tours. Et pour cela, nous traversons la nef qui s'étend sur près de 100 mètres. Et en levant le regard, la beauté de cet édifice gothique saute évidemment aux yeux. Construit en 2 principales campagnes de travaux, il est aisé de constater l'évolution du style gothique, passant de primitif à flamboyant, au fur et à mesure qu'elle s'élève vers le ciel. Allez, direction la tour de Mute. Cette fois-ci, l'ascension commence dans le ventre de Saint-Étienne. Voilà, nous commençons donc l'ascension. Donc on est dans la tour de la tour de Mute, qui est l'ancien Beffroi municipal. Alors oui, c'est quand même une des particularités de Saint-Étienne, oui. C'est qu'on est dans un lieu religieux, un édifice religieux, mais qui nous servait aussi de... Oui, parce que le palais des 13, à l'époque où Metz était une ville républicaine, donc indépendante, une ville libre du Saint-Empire romain germanique, n'étant pas doté d'un clocher, comme on le voit dans les municipes en Italie à la même époque, eh bien, la Mute, le Beffroi, le premier Beffroi, abritait une cloche qui servait à ameuter la population en cas d'incendie, mais également lorsqu'il y avait l'appel aux délibérations municipales à cette époque de la République messine. Quelques dates. 1804, Théobald. Alors, attends, partez pas si vite. Qu'est-ce que c'est que ces dates? Ce sont des graffitis donc, de personnes qui sont montées au fil des années et des siècles dans la tour de la Mute depuis avant même le 19e siècle. Mais là, vous avez un exemple de date, 1804. Effectivement, ouais. Et Théobald, on voit voilà, bien, c'est bien écrit. Des inscriptions comme celle-ci accompagnent tout le long de notre ascension. Et dès que nous arrivons dehors sur une coursive, nous ne sommes pas encore au sommet de la cathédrale, que nous côtoyons déjà les anges, semble-t-il. De cette coursive, la vue sur la place d'Armes est superbe.
Et l'hôtel de ville, dessiné par Jacques-François Blondel au XVIIIe siècle, se dévoile sous un angle inhabituel. En effet, Jacques-François Blondel, célèbre architecte théoricien du XVIIIe siècle, reprend les travaux du gouverneur Belle-Île dans la deuxième moitié du siècle des Lumières. C'est à lui que l'on doit l'aménagement de la place d'Armes actuelle, l'hôtel de ville, le corps de garde qui deviendra l'office de tourisme, mais aussi un peu plus loin, ce bâtiment que nous connaissons comme marché couvert, mais qui, à l'origine, devait être le nouveau palais épiscopal, dont les travaux s'interrompront lors de la Révolution française en 1789. Ce n'est qu'en 1820 qu'il sera transformé en marché couvert. Jacques-François Blondel est également à l'origine d'un grand chantier d'ajouts néoclassiques directement sur la cathédrale. En plus d'une galerie néoclassique, Jacques-François Blondel fait également ajouter un immense portail dont le style se rattache directement aux aménagements de la nouvelle place d'Armes. Un travail qui ne plaît pas du tout aux Allemands qui annexent la Moselle après la défaite de l'Empire de Napoléon III en 1870 face à la Prusse. L'architecte Paul Turnoff sera chargé de construire un nouveau portail néo-gothique s'intégrant plus naturellement dans le style de la cathédrale, le gothique, qui plus est, un style plus proche de l'architecture et des goûts germaniques. Nous continuons de monter, encore un peu, à la découverte des cloches de Saint-Étienne. Les tours de la cathédrale comptent pas moins de 11 cloches, dont 3 se trouvent dans la tour de Mute, juste au-dessus de nous. Alors pour supporter ce poids, les poutres de bois doivent être à la hauteur de leur tâche. Et elles sont épaisses, impressionnantes. Forcément, je veux en savoir un peu plus. Joseph, oui. Bon, là je vois quand même cette charpente incroyable. J'imagine qu'on est aussi dans une des pièces maîtresses de cette cathédrale. Nous sommes au niveau de la plateforme de la cloche. Alors, suite à l'incendie de mai 1877, lors de la visite de l'empereur Guillaume Ier, eh bien, ce qui reste de la charpente originelle du XVe siècle, 1483, ces énormes madriers en chêne ont leur origine dans les 38 chênes qui furent abattus dans la forêt de l'abbaye de Saint-Martin en Wavre. D'accord. Donc, de cette abbaye, ces chênes ont été retravaillés, reprofilés, et donc c'est une structure qui n'a pas été modifiée depuis la seconde moitié du XVe siècle. Elle supporte ce bourdon, comme on peut l'appeler, la cloche donc mère du diocèse, qui pèse pas loin de 10 tonnes, de 2,67 m de diamètre, et qui avait sonné à toute volée lors de la victoire du 11 novembre 1918, lors de l'armistice. Il paraît qu'elle ne sonne plus parce qu'on a peur que la tour s'effondre tellement elle est puissante. Alors cette pas cloche. du tout, non, c'est une légende. En fait, elle refonctionne maintenant à toute volée parce qu'on a fait des analyses très poussées sur le plan technique, et il s'avère que la structure de la charpente n'est pas solidaire de la structure du clocher. Donc on a longtemps cru que les vibrations auraient pu mettre en péril la structure de pierre donc de la tour, mais en fait pas du tout. Donc ça avait été très bien pensé, très bien agencé, d'où la présence de ce qu'on appelle des abassons qui sont derrière nous et qui permettent donc d'atténuer, d'absorber les différentes vibrations. Et c'est une cloche que l'on peut entendre sonner à toute volée, la cloche mère, donc, qui servait, la mute, qui servait donc à ameuter et qui faisait aussi office de cloche municipale pendant la période de Metz, la républicaine, jusqu'en 1552. Donc la République des Parèges. Exactement. Et au sommet de la nef, c'est bien sûr dans les combles que nous arrivons. On pourrait s'attendre à une immense charpente de bois comme on en trouve habituellement dans les cathédrales. Mais ici, la charpente originale a disparu en mai 1877, lorsqu'un immense incendie se déclare au lendemain d'un feu d'artifice. Ce drame, qui intervient alors qu'on célèbre la venue de l'empereur allemand Guillaume Ier en Moselle annexée, laisse Saint-Étienne nu, sans toiture, d'où cette charpente métallique posée après le drame. Donc ça, c'est les anciens piliers avant l'incendie de 1877. Voilà. Donc la charpente était beaucoup plus basse. Les Allemands vont relever avec les fermes à la Polonceau
qui est un ingénieur français qui a notamment travaillé sur le premier étage de la Tour Eiffel. Oui. Et donc, les Allemands vont concevoir la nouvelle charpente en surélevant de 4,50 m le dispositif. Alors, ça a eu un effet, entre guillemets, esthétiquement dommageable pour les tours, parce que ça réduit l'effet de verticalité des tours, de la Mute et de la Tour du Chapitre. Mais ils l'ont quand même reconstruit en quelques années seulement. Exactement. Combien de temps et il a donc, fallu 7 ans ça a démarré. Alors, après l'incendie de 1877, le pauvre Guillaume Ier était malheureux comme tout. Il était d'ailleurs opposé à l'annexion de la Moselle, parce qu'il considérait que la Moselle ne devait pas être intégrée au Reich. Ce qu'il voulait absolument, c'était l'Alsace, parce qu'elle avait appartenu au Saint-Empire romain germanique. Voilà, tout à fait, absolument. Donc, malheureusement, il va décéder. Son fils mourra trois mois après. Et par souci d'aura et de prestige personnel, Guillaume II a fait en sorte de faire savoir qu'il allait prendre en charge le financement de l'opération. Oui, parce qu'il faut rappeler que cet incendie est dû à un feu d'artifice. Un feu d'artifice tiré en son honneur. Voilà. De Guillaume Ier. Voilà, donc il y a des flamèches qui se sont consumées et à 4 h du matin, eh bien, l'incendie s'est déclaré. Et les Messins se réveillent avec ce Voilà, une cathédrale devenue une torche, véritablement. Si on devait convertir l'équivalent en euros du coût des travaux, on est pratiquement pas loin des 400 millions d'euros. Ah oui, quand même. Voilà, ce qui donne une idée Quoi, ils y tenaient à cette cathédrale. Absolument, absolument. Là, on voit bien les systèmes de fixation, tu vois, des fermes à la Polonceau. Tu vois, le système de tirant. Ouais. Et qui permettent de récupérer toutes les poussées de la structure sommitale, la partie sommitale qui est répartie avec une certaine finesse, avec une certaine élégance. Quand tu vois, elles ne sont pas épaisses, hein, les poutrelles. Ah oui, non, pas du tout, d'acier. C'est vrai qu'on reconnaît hein, cet esprit Tour Eiffel. Hein, oui, exactement. Ce sont des cas de l'acier. Hein, exactement, voilà. Arrivé à l'autre bout des combles, Joseph ne nous dit rien, mais en ouvrant la porte, une surprise nous attend. Waouh! Je veux pas trop me la raconter, mais c'est facile de se prendre pour le roi du monde quand on a une vue et un balcon pareil. Hein. Exactement. C'est magnifique. Je ne l'ai pas encore fait remarquer depuis le début de cette émission, mais pendant qu'on se faufile avec Joseph dans tous ces lieux étroits, Florian, le caméraman, doit faire de même avec le matériel en plus, et c'est pas toujours simple. C'est étroit, hein? Ouais, c'est pas évident de passer, faut pas être trop costaud. Sur les hauteurs de Saint-Étienne, Joseph en profite pour nous faire découvrir l'ancien mécanisme du cadran qui se trouve sur la tour de l'horloge. Une installation qui date du 19e siècle, vestige d'une autre époque et qui prouve à nouveau que si la construction officielle de l'édifice s'arrête en 1552, les aménagements, eux, n'ont jamais cessé de se poursuivre. Une dernière chose reste absolument à découvrir avant de redescendre. La vue que nous offre le sommet de la tour du Chapitre, qui s'élève à quelques 60 mètres de haut. Une vue encore une fois unique sur la ville, bien sûr, mais également sur la cathédrale elle-même. Sa toiture et la flèche de pierre de Jaumont, exceptionnelle, dentelle finement ciselée, qui orne la tour de Mute. Mais il y a également ces petits secrets architecturaux qui se dressent ici, à l'abri des regards. Un coin tranquille dans lequel toutes ces créatures peuvent traverser les âges sans courir le risque d'être découvertes. Depuis des années, Joseph Silési arpente la cathédrale Saint-Étienne et ses nombreux dédales de pierre de Jaumont sinueux.
Et sa connaissance pointue des lieux nous amène désormais dans une salle étonnante, à l'ambiance presque inquiétante. Joseph, on se croirait dans un cimetière de plâtre ici. Oui, c'est ce que l'on pourrait appeler la salle des plâtres, qui rassemble un certain nombre de moulages en plâtre, de sculptures, notamment du portail néogothique de Tornoff, qui a été inauguré par Guillaume II en 1903. Et nous avons justement, puisque nous parlons de l'empereur, eh bien nous voici devant la reproduction donc en plâtre, malheureusement décapité. Effectivement, oui. Pour quelle raison on l'ignore, de la statue du prophète Daniel qui est visible sur le portail donc, de Tornoff, côté place Jean-Paul II, avec son phylactère évidemment. Et puis c'est autour du cou de cette statue que les Messins mirent une pancarte avec cette écriture en latin, Sic transit gloria mundi, par ici passe la gloire du monde. Mais alors c'était la statue qui était représentée avec le visage de Guillaume II. Le visage de Guillaume II, puisque dans la ville, aucune statue équestre de l'empereur Guillaume II n'avait été érigée, aucune effigie. Donc on s'est rabattu de manière plus modeste sur le visage de l'empereur, qui sera modifié au moment de la deuxième annexion. Alors non pas parce qu'on a voulu modifier, comme beaucoup de gens le disent, les traits de l'empereur, de l'auguste visage, mais parce qu'on s'en est pris à la statue du prophète Daniel, donc du juif. D'accord. Voilà, c'est par rapport à cela que cela s'explique sur le fait que l'on ait modifié les traits du visage. Et aucune explication avec le fait que cette statue soit décapitée, ça n'a pas de lien. Non, là, on peut-être une cassure, ou alors, eh bien, c'est peut-être l'objet d'une tête peut-être amovible. En tout cas, ici, je ne l'ai pas vu. Tous ces plâtres sont les témoins des derniers aménagements effectués sur Saint-Étienne de Metz au début du XXe siècle. Aujourd'hui regroupés dans cette pièce sans fenêtre, ces vestiges rappellent également l'époque de la première annexion allemande, lorsque les aspirations architecturales françaises et allemandes se sont confrontées autour des voûtes de Saint-Étienne. En redescendant le colimaçon qui nous ramène dans le cœur de l'édifice, je me rends compte combien cette visite fut un privilège. Au cours de nos déambulations et de nos discussions, ce sont pas moins de 800 ans d'histoire que nous avons parcourus. Des murs du XIIIe siècle aux vitraux du XXe de Chagall, en passant par les grandes transformations de la période de l'annexion, tous ces étroits couloirs nous auront permis d'approcher au plus près l'aura si belle et mystérieuse qui entoure cette cathédrale. Pour autant, malgré sa longue et riche histoire, il serait injuste de la rattacher uniquement au passé. Aujourd'hui encore, la cathédrale Saint-Étienne fait partie de la vie quotidienne des Messins et des Mosellans, véritable actrice des événements culturels messins. La cathédrale de Metz continue ainsi de s'inscrire au cœur de notre histoire. Joseph, merci pour cette visite, elle touche maintenant à sa fin. On aura quand même vu pas mal de choses. Oui, je pense que ça a été une véritable épreuve de force, mais dans le bon sens du terme, délicieuse. Ah oui. Et j'espère que cet itinéraire, ce parcours dans les siècles, dans le temps, permettra, ma foi, aux téléspectateurs, c'est comme ça qu'on dit, tout à fait. Une découverte un peu originale à travers les arcanes de pierre et de verre, puisqu'on a fait un petit clin d'œil à Marc Chagall, la salle des plâtres, et puis les Très vues. Impressionnante d'ailleurs, Voilà, cette salle des plâtres. Voilà. Et puis la vue panoramique sur notre très belle ville. Et voilà, donc pour vous dire que venez visiter cette cathédrale, venez-y souvent, c'est un patrimoine commun, il appartient à tout le monde, et par le biais de cette émission, eh bien, on a voulu vous le faire partager dans les parties les plus inaccessibles et dans les coins les plus secrets. Et je pense que c'est réussi. Merci beaucoup, Joseph. Merci à vous, Tim, et puis merci également à notre ami Flo pour le tournage et l'accompagnement dans la lumière, puisque nous sommes ici dans la lanterne du bon Dieu. Un nom qui lui va parfaitement bien. Tout à fait. Et merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Destination Moselle. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes, au cœur du département de la Moselle, bien sûr. Je me referai bien ça l'année prochaine, moi, non ? N'est-ce pas ?